savoir-vivre, des bonnes manières d'hier aux usages d'aujourd'hui. J'ai déjà fait une ou deux vidéos à ce sujet, donc si vous ne les avez pas vues et que vous voulez suivre le livre depuis le début, je vous conseille d'aller les regarder avant de regarder celle-ci. Donc on va juste continuer la lecture. Je sais plus trop où est-ce qu'on en était, mais sûrement au caractère. Le caractère. Donc hier, même dans son bon droit, il fallait veiller à ne jamais faire de réponse dure et piquante. La douceur n'excluait pas la fermeté. On recommandait de dompter son caractère, de ménager la susceptibilité des autres, de ne point froisser ni blesser, d'éviter les scènes, de réprimer sa colère. Riposter n'était pas pour autant proscrit, mais il fallait le faire calmement, sans violence. Aujourd'hui, avoir du caractère n'est pas un défaut. Le prouver au cours d'une discussion n'est nullement interdit. La façon d'affirmer ses opinions est la même qu'autrefois. Il est malséant de laisser libre cours à toutes ses humeurs, agressivité, colère, violence. Il faut modérer ses premières impulsions. La spontanéité nuit à la réflexion, ce qui ne veut pas dire qu'il faille courber la tête, accepter toutes les compromissions, être toujours de l'avis de son interlocuteur. Vous pouvez vous montrer ferme, mais sachez vous dominer. Ne vous laissez pas aller à prononcer des paroles que vous pourriez regretter par la suite. Les personnes victimes de votre humeur s'en souviennent, même si elles signent la paix avec vous. Les scènes sont à éviter autant que possible. Pas de bourderie, pas de bouderie, de mine renfrognée, d'emportement vindicatif. Dites ce que vous avez à dire d'une voix énergique, résolue. Si votre adversaire comprend qu'il a tort, ayez la victoire modeste et supportez la contradiction. Acquérir la maîtrise de soi prouve que l'on a compris que la vie en société demande une certaine discipline. Il ne s'agit pas seulement de prouver que vous avez bien enregistré les principes éducatifs de nos parents. Si vous laissiez sans bride vos instincts, le sauvage ou le mufle s'imposerait très vite. Le snobisme, le snobisme, le snobisme, hier. Snob est l'abréviation de l'expression latine sine nobilitate, S.nob, qui signifie sans noblesse. Ouah, je savais pas du tout. Cette mention portait sur les registres universitaires, distinguait les roturiers des nobles. Au XIXe siècle, le snobisme était une singulière maladie qui avait pour seul critère l'argent. Il s'agissait d'une forme de la sottise humaine. L'apparence de la fortune, du luxe, faisait classer les individus. Bien sûr, le seul remède était de pratiquer et de professer un hautain mépris de l'argent. Aujourd'hui, le snobisme actuel est plus subtil. Le snob, souvent grâce à l'argent, cherche à être assimilé aux gens distingués dont il emprunte les manières, les goûts, les modes et les relations. Pour peu qu'il sache évoluer habilement, il est accepté sans beaucoup de réticence, même par les gens bien nés. Mais faire partie de la haute société n'est plus le privilège de l'aristocratie ou des bourgeois. La notion de classe n'est plus aussi tranchée. La démocratie pose le principe de l'égalité pour tous. Avec le brassage des individus, on se marie dans des milieux sociaux différents. On épouse des étrangers. Les pratiquants d'une religion. En fait, qu'est-ce que ça veut dire les étrangers? Est-ce que ça veut dire que du coup ils sont forcément d'une classe moindre? Je sais pas. Les pratiquants
les origines d'une personne, aux vêtements qu'elle portait, au sport qu'elle pratiquait, au quartier qu'elle habitait. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. J'ai très peur de là où ça va aller. Certes, chacun est marqué par son ascendance, son éducation, sa religion, mais les nombreux contacts et la tendance à l'uniformisation ont bousculé l'ancienne hiérarchie. Une autre forme de sélection est apparue, l'appartenance à une profession. Le snob veut faire partie de certaines chapelles, à voir parmi ses relations des acteurs, des écrivains, des hommes politiques, des personnes en vue. Il prend l'avion pour New York ou les Bermudes comme le métro. Il est habillé par les couturiers à la mode. Il est invité aux grandes premières. Il a vu toutes les pièces de théâtre et déteste bien sûr celles qui ont le plus grand succès populaire. Ah oui, ok. En fait, si vous avez envie d'être snob, pourquoi pas, mais faites-le intelligemment. Ne soyez pas de ceux dont on s'amuse, dont on profite. Soyez-le avec tact, ne choquez personne. Ayez le souci d'autrui. Si votre snobisme consiste à singer les autres et à vous rendre ridicule, abandonnez-le bien vite et retrouvez votre naturel. Mais si votre snobisme est à la recherche de la qualité tant esthétique que morale, préservez avec bonne conscience. Pour moi, c'est quand même jamais positif d'être snob. Enfin, il y a quand même... Bon, c'est très bizarre. Le langage. Hier, on s'est exprimé dans une langue châtiée. Construction de phrases, syntaxe, choix du vocabulaire étaient respectés même dans le style parlé. Le bon usage du français classait l'orateur. Il ne s'agissait pas d'employer des tournures pompeuses, des termes recherchés, des expressions maniérées. Il suffisait de bien parler et de ne point offenser l'auditeur. Aujourd'hui, si l'on se réfère à la définition du langage, dans un dictionnaire, on apprend qu'il est le moyen d'expression de la pensée, de la communication entre les hommes mis en œuvre par les organes de la phonation, parole, ou par une notation au moyen de signes matériels, écriture des sons. Acte social, le langage n'existe que s'il y a plusieurs personnes pour l'utiliser, et s'il s'est progressivement élaboré grâce aux échanges entre les hommes. Le langage n'est pas neutre, né d'une culture, il n'a pas le droit d'être neutre, de céder au laisser-aller, d'agir ainsi désastreusement sur les structures mentales d'un peuple, écrivait Maurice Genevoix de l'Académie française. Un idiome qui meurt, c'est une société qui disparaît. Savoir s'exprimer, parler sans crainte, trouver le mot juste, avoir le bon timbre, ce n'est pas si évident. Et nous connaissons mal notre façon de nous exprimer. Pourtant, les mots, les phrases prononcées, la manière d'articuler, le débit révèlent à l'auditeur non seulement la culture, mais encore les défauts, les faiblesses, l'éducation, le milieu social, la région de celui qui parle. Le savoir parler n'est pas inné, il s'apprend, il se perfectionne. Il est l'outil essentiel pour mieux communiquer. La langue peut être la meilleure ou la pire des choses, disait Ésope. Pour communiquer, on ne demande à personne de s'exprimer comme un livre. Le style parlé n'a pas tout à fait les mêmes caractéristiques que le style écrit. On admet plus de liberté, mais le langage doit être correct. D'ailleurs, celui-ci évolue constamment. Des mots, des expressions naissent, d'autres meurent. L'élégance du langage est le reflet de celle de l'esprit. On peut apprendre à parler comme on apprend à pratiquer un sport. Il suffit de s'exercer, d'être vigilant. Le français est riche en vocabulaire, en expressions. On n'est pas obligé d'abuser des passés simples ou des subjonctifs, mais simplement de se conformer aux règles. Les plus favorisés sont ceux qui, dès l'enfance, ont appris au sein de leur famille le bien parler, apprentissage qui est aussi important que le bien marcher.
rien dire. Je sais pas si vous avez la rêve, mais j'adore. N'imposez pas à votre interlocuteur une difficile gymnastique. Ne sautez pas d'un sujet à l'autre. Un mot leste peut donner du piquant à une conversation. Un abus de mots grossiers indispose. Il faut beaucoup d'aisance pour les prononcer sans choquer. Il est nécessaire de trouver un juste équilibre entre le pittoresque et le bien parlé. Ne vous dites pas que parler comme les jeunes, c'est faire jeune. Au contraire, vous seriez ridicule, voire vulgaire. De même, ne truffez pas toutes vos phrases d'expressions à la mode empruntées à certaines professions, psychologie, journalisme, ou à certaines langues étrangères. Vous n'êtes pas obligé de dire la motivation profonde de mon choix. Vous pouvez tout simplement donner les raisons de votre choix. Laissez de côté votre inconscient, il n'est pas utile de le faire ressurgir à chaque propos. Votre ami n'est pas fiable, mais vous pouvez avoir confiance en lui. Réservez cette fiabilité à votre voiture. Ah oui, d'accord. Plutôt que dire de quelqu'un qu'il est fiable, on peut dire qu'on a confiance en lui. Fiable, c'est plutôt réservé. Ouais, c'est ça, une voiture. Vous n'êtes pas contraint d'être in ou out. Vous pouvez suivre la mode ou être dépassé. Vous ne devez pas accessoiriser une robe, mais trouver des accessoires. Vous n'êtes pas un tennisman, mais un joueur de tennis. Vous n'assistez pas à un meeting, mais à une réunion, une assemblée générale. Renoncez au jargon de métier compréhensible pour les seuls initiés. En fait, je suis assez d'accord dans le sens où, quand il existe un mot en français, ça sert à rien d'utiliser un équivalent en anglais. Un truc qui m'insupporte, c'est ouais, aujourd'hui j'ai un call à telle heure. Non, t'as pas un call, t'as un appel ou un entretien téléphonique à la limite. Mais un call, je trouve ça insupportable. Mais je suis pas du tout anti-anglicisme. Parce que effectivement, des fois, il n'y a vraiment pas d'équivalent pour ce mot qui existe en anglais et qui a un sens bien particulier qu'on n'a pas en français. Donc dans ce cas-là, ok, il nous manque un mot, autant utiliser l'anglicisme puisqu'il n'existe pas encore de mots. Souvent c'est ce qui se passe. Et il y a des dictionnaires qui se mettent 1000 ans après l'apparition de cet anglicisme à nous trouver des équivalents en français qui sont inutilisables, que personne n'utilisera jamais. Est-ce que j'ai un exemple? Est-ce que je crois que par exemple pour spoiler, quand on spoil un épisode d'une série par exemple, il me semble que la version française, si je ne dis pas de bêtises, c'est divulgacher. Divulgacher. Mais qui va utiliser un mot pareil? Donc oui, ok, on continue d'utiliser l'anglicisme spoiler puisque c'est bon, il a fini par intégrer la langue et c'est comme ça qu'on l'utilise et on comprend très bien le sens. Et voilà, c'est comme ça. Donc dans ce cas-là, oui, je suis pour les anglicismes, mais pas les anglicismes dans les cas où il existe un mot en français qui est très bien. Dans ce cas-là, non. Mais ouais, voilà. Bref. Renoncez au jargon de métier. Non, ça je l'ai déjà lu. N'abusez pas des superlatifs. Extra, super. Certaines abréviations sont admises. On écrit avec un stylo, on prend le métro, on ne va pas au resto, au ciné, on n'utilise pas un frigo. Parler une langue simple et juste. En fait, on ne peut pas décider comment il faut dire les choses. En fait, les choses se font et c'est à nous d'accepter. On peut pas dire non, il faut dire ça, il faut dire ça. On peut pas forcer quelqu'un à dire frigidaire, non. Frigo, c'est un mot de la langue que tout le monde
ces métiers, c'est pas possible. La liaison est facultative entre le nom et l'adjectif. On peut dire des maisons amies ou des maisons amies. Entre le nom et le complément. Des enfants en colère ou des enfants en colère. Qu'est-ce qu'il y a? Des enfants en colère. N'importe quoi. Entre le nom, sujet et le verbe. Des parents ont protesté. Entre le nom, sujet et le verbe. Les parents ont protesté. Mais non mais attends, c'est pas possible. Entre le verbe et son complément, songez à la patrie. Songez à la patrie. Ouais. On a tendance aujourd'hui à faire de moins en moins les liaisons facultatives. Ah bah ouais, mais tu m'étonnes aussi. Des enfants en colère, des enfants en colère. Des maisons amies, des maisons amies, non, ouais, normal. Et l'on supprime pour éviter la cacophonie ou des liaisons de même sonorité qui se succèdent de trop près dans les phrases. Dans une phrase, on dit donner aux malheureux et pas tu donnes aux amis éprouvés. Ok. La liaison ne se fait jamais après la conjonction et un homme et une femme. On dit pas un homme et une femme et non. Quand un nom se termine par une consonne muette, donc on fait pas la liaison avec banc et droit, drap. On dit pas un drap épais, on dit un drap épais. Le gouvernement allemand, on dit pas le gouvernement allemand. Devant le mot 11, on dit les 11, tatata, pas les 11, tatata. Les fautes courantes. Il arrive de s'exprimer en faisant des fautes. Celles qui reviennent très souvent au cours d'une conversation ne sont pas des lapsus, mais elles dénotent un mauvais apprentissage, souvent les faiblesses de l'éducation que l'on a reçue. Attention, de nombreuses personnes y attachent de l'importance. C'est en quelque sorte une carte de visite. À force de volonté, on peut parvenir à se corriger. Voici un petit lexique des fautes à éviter. A en deux. L'emploi de A avec l'accent au lieu de deux est une construction archaïque. Ne dites pas la cousine à Marc, mais la cousine de Marc. La robe à José, mais la robe de José. Seules certaines expressions admettent le A accent, telles que le fils à papa, bête à bon Dieu. Va-t-on à bicyclette ou en bicyclette? Les dictionnaires sont formels. On dit monter ou aller à bicyclette car en signifie dans. Accident, incident. J'espère que le micro fonctionne. J'ai pas vérifié en lançant la vidéo. Ça fait 20 minutes que je parle. Si ça se trouve, je suis en train de parler dans le vent. Je vais continuer un petit peu et puis je verrai bien. J'ai peur. Ça m'est déjà arrivé. Il n'y a pas très longtemps, j'ai tourné une vidéo d'une demi-heure à peu près. Quand j'ai voulu la monter pour la poster, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de son. Donc je parlais mais on m'entendait pas. Et voilà, c'était une vidéo cachée. Donc là j'espère que je suis pas en train de refaire la même chose, mais j'ai pas pensé à vérifier. Ce sera la surprise. Donc accident, incident. Un accident est un événement fortuit, imprévisible, généralement malheureux. Un incident, une petite difficulté qui survient au cours d'une entreprise, un accroc, une anicroche. Le voyage s'est passé sans incident. Achalander. Chaland signifie client. Un magasin bien achalandé est donc un magasin ayant une nombreuse clientèle et non pas un grand choix de
du grec aéro de air, aéros, air, désignant soit l'atmosphère, soit la navigation aérienne, l'aviation. Ne dites surtout pas aéroport, aérogare, mais dites aéroport, aérogare, aéronef. Ne pas confondre avec aéro, que l'on emploie pour les mots aréole, aréolaire, aréométrie, aéropage, aérostyle. Air, dans avoir l'air. Si le sujet est un nom de chose, on accorde l'adjectif. L'adjectif qui suit avoir l'air s'accorde avec son sujet s'il s'agit de choses et s'il peut être remplacé par les verbes sembler ou paraître. Par exemple, ces melons ont l'air bons, bon avec un S. Ces cerises ont l'air bonnes, BO2NES. S'il s'agit de personnes, l'accord se fait également avec le sujet si l'on peut intercaler le verbe être entre le sujet et avoir l'air. Par exemple, cette jeune fille a l'air sérieuse ou cette jeune fille a l'air d'être sérieuse. En revanche, et s'il s'agit de sa mine, de son allure, l'accord se fait avec R. Cette jeune fille a l'air sérieux, elle a un air sérieux. Cette jeune fille a l'air fin, a l'air faux, etc. Purée, ça continue jusqu'à où? Waouh. Bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Parce que j'ai vraiment peur de parler trop longtemps, donc ça sert à rien que je continue longtemps. Il y aura une prochaine vidéo évidemment, parce qu'il faut qu'on continue ça. Là pour le coup on apprend des choses. C'est moins horrible que le début, mais vous inquiétez pas, il y aura encore du horrible.